Alors, Jérôme, tu nous as préparé un sujet sur une institution qui nous énerve tout particulièrement en ce moment. Oui, tout à fait. J'avais envie ce soir de dire quelques mots de l'ONU et revenir sur la relation d'Israël avec l'ONU et on va démarrer avec le début de l'indépendance d'Israël. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur le présent. On est encore plus inquiet pour l'avenir. Pour comprendre tout ça et essayer de répondre à toutes ces questions, je pense qu'il faut commencer par revenir sur le passé. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui naît en 1945, elle va avoir tout d'abord un rôle de première importance pour permettre donc le plan de partage le 29 novembre 1947 qui va pour la première fois officialiser donc que cet endroit qu'on appelle la Palestine et qu'on appelle depuis 2500 ans la Palestine, cette région va être partagée en deux États. Un État juif d'un côté, un État arabe d'un autre côté. Le mot de Palestine viendra 20 ans plus tard pour désigner les Palestiniens. On parle d'un État arabe sur cette terre de Palestine. Et Jérusalem, Bethléem, ce qu'ils appellent un corpus separatum, une zone internationale gardée par les forces des Nations Unies. Et surtout, sur ce territoire, 80% des terres revenaient à la partie arabe et 20% seulement aux Juifs. Alors ça, c'était sur un des premiers plans, sur le plan du 29 novembre, donc qui va être voté à la majorité des 2/3 de l'Assemblée générale. On a 11 000 kilomètres carrés qui sont pour l'État juif contre, on a 14 000 kilomètres carrés pour l'État juif et 11 000 pour l'État arabe. Donc il y en a plus pour l'État juif que pour l'État arabe, étant donné que on a une énorme partie du Negev qui est donnée à cet État juif, les 2/3 à peu près de cette zone-là, qui sont du désert. En 1947, personne peut avoir une perspective de ce qu'on peut faire dans le désert. Donc en vérité, l'État juif habitable, exploitable, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une partie de la côte méditerranéenne et du nord-est d'Israël, le long du lac de Tibériade. Donc l'ONU fait voter ce plan qui est accepté dans la joie par les Juifs, avec des photos et des vidéos où on voit ces témoignages de Juifs fous de joie à l'idée de cette reconnaissance internationale après 2000 ans d'exil, après la Shoah. Le rejet des Arabes, le lendemain, le début de la guerre d'indépendance. La première phase de la guerre d'indépendance, les 6 premiers mois qui sont une guerre civile avec des groupes armés arabes contre des groupes armés juifs. Les Anglais sont encore là. Les Anglais annoncent leur départ pour le 15 mai 1948. La veille, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Les Anglais partent et quelques heures plus tard, 6 armées arabes foncent sur ce nouvel État juif et c'est la deuxième phase de la guerre d'indépendance, la phase internationale. Pour faire très court, Israël, de manière miraculeuse, gagne cette guerre, va avoir un territoire plus important que celui qui était octroyé au départ par l'ONU, mais avec des caractéristiques que beaucoup ont oubliées. C'est que 2 régions il n'y a pas de Palestiniens. Il y a l'État d'Israël d'un côté et les Palestiniens, les habitants arabes de Palestine, qui s'appellent pas encore les Palestiniens, ceux qui sont dans les frontières d'Israël à la fin de la guerre deviennent les Arabes israéliens. Une partie quitte les frontières et va être en Égypte, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Ils n'ont pas été chassés. Est-ce qu'ils ont été chassés? Alors, une partie a été chassée. Impossible d'avoir des chiffres. Le plus grand historien israélien Benny Morris, qui écrit là-dessus, a beaucoup de mal à avancer des chiffres, mais une partie, qu'on pourrait estimer un quart, un tiers, ont été chassés. Une grande partie sont partis volontairement. Une partie sont partis poussés par les dirigeants arabes qui voulaient pas avoir à gérer les civils, et une partie ont été chassés. C'est une réalité qu'il faut accepter. Maintenant, la bande de Gaza va être occupée par l'Égypte. Et la Judée-Samarie, la Cisjordanie, va être occupée puis annexée par la Jordanie. Il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas de Palestiniens.
il y a des Arabes futurs palestiniens qui sont sous gouvernance égyptienne d'un côté, jordanienne de l'autre. Et les frontières à la fin de cette guerre d'indépendance en 1949, c'est ce qu'on appelle la ligne verte. Quand on parle des frontières de 67, et c'est un terme dont on a beaucoup parlé et dont on reparlera très prochainement, il faut savoir que ces frontières de 67, en vérité, sont les frontières de 1949 qui valent jusqu'en juin 67. Bien sûr, donc quand ils nous demandent de rendre des territoires, à qui est-ce qu'on va les rendre? Est-ce qu'on va rendre la bande de C'est Gaza ça. aux Égyptiens et la Cisjordanie, la Judée-Samarie aux Jordaniens? À qui est-ce qu'on les rend? Donc les Égyptiens, lors du traité de paix, ont refusé. Donc la guerre des 6 jours arrive, guerre des 6 jours qui permet donc à Israël de prendre le Golan, de libérer Jérusalem, et donc la Cisjordanie, Judée-Samarie devient israélienne, et la bande de Gaza, ainsi que le Sinaï égyptien, deviennent israéliens. Pour faire la paix avec l'Égypte, le Sinaï égyptien est rendu à Anwar el-Sadat. Il va être assassiné peu de temps après par des Égyptiens extrémistes. Les Égyptiens ne voulaient pas gérer la bande de Gaza. Et la Judée-Samarie, en 85, la Jordanie a dit qu'elle n'en voulait plus. Donc on se retrouve avec ces territoires, et l'ONU, qui a été au début plutôt favorable à Israël, va se montrer de plus en plus anti-israélienne. Et c'était un peu le coup de gueule que je voulais pousser ce soir sur la multiplication des résolutions anti-israéliennes et le point de vue de l'ONU, qui reste pour la grande majorité des gens un symbole de pacification, celui qui veut faire la paix dans le monde, qui a développé un discours de plus en plus anti-israélien. On en est là à son apogée avec cette guerre quand même. J'espère, mais De ce discours anti-israélien, on est à l'apogée de ce discours. Jusqu'à aujourd'hui, mais malheureusement, on peut s'attendre à tout. Il faut savoir que depuis 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a condamné à 140 reprises Israël contre 68 pour le reste du monde. C'est-à-dire plus de 2 fois plus de condamnations contre Israël que contre l'ensemble des pays du monde. En 2022, l'année dernière, il y a eu 15 mesures anti-israéliennes à l'ONU, alors que ces grandes démocraties qu'on connaît, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, la Syrie, n'en ont soit pas eu, soit eu une seule. D'ailleurs, j'ai adoré, moi, excuse-moi, hein, mais bon, juste, parce que moi, je connais pas vraiment, mais j'ai adoré la réaction de l'ambassadeur à l'ONU pour d'Israël, comment il s'appelle? Elad Erdan. Voilà, Elad Erdan, ce qu'il a fait là avec l'étoile, qu'il a porté l'étoile. Moi, il porte une étoile jaune, lui et toute son équipe. Il porte une étoile jaune parce que la résolution qui a été votée le 30 octobre, qui appelle à un cessez-le-feu, alors d'un point de vue militaire, d'un point de vue très pratique, cessez-le-feu, ça veut dire qu'on s'arrête pour des raisons humanitaires un certain temps. On parle pas d'armistice, encore moins de paix. On parle d'un arrêt des combats. L'ONU a voté une résolution en faveur d'un cessez-le-feu sans mentionner les exactions du Hamas et le côté terroriste. Il n'y a même pas le mot Hamas. Il n'y a pas le mot Hamas, il n'y a pas les exactions et il n'y a pas cette notion de terrorisme. Il faudrait juste rappeler une chose, c'est qu'en droit international, tu as parlé de l'occupation égyptienne et jordanienne, donc l'une en Judée-Samarie et l'autre donc dans le Sinaï, dans la bande de Gaza. Et en fait, ça n'a jamais été reconnu par l'ONU. Jamais été reconnu par l'ONU pour une simple raison, c'est que ça a été une annexion dont d'ailleurs même les pays en l'occurrence ne voulaient pas garder longtemps. On a vu des rébellions par exemple des Gazaouis déjà à l'époque contre l'occupation égyptienne. L'Égypte donc a réagi avec une brutalité absolument innommable en lançant des blindés et en refaisant les routes avec ces blindés dans la ville de Gaza, et on se retrouve donc avec une présence égyptienne d'occupation qui n'est pas acceptée par la ville de Gaza, et auquel cas on n'avait pas de réaction du monde parce qu'encore une fois on avait accepté le statu quo alors que sur le plan strictement du droit international, il n'y avait pas de reconnaissance de l'Égypte, de l'occupation égyptienne dans cette bande de Gaza. Et rappelez également qu'en 1983, la Jordanie s'est retirée complètement
de toute forme de volonté d'occupation et de Jérusalem et de la Judée-Samarie ne revendique plus donc ce territoire, et d'ailleurs donc la vacuité qui reste est en droit international à celui qui effectivement est présent in situ, à savoir donc Israël. Donc finalement aujourd'hui, sur le plan strict du droit international, Israël a vocation, en tous les cas, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une autre résolution contraignante peut-être du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tous les cas vocation à être effectivement dans Jérusalem et de pouvoir y déclarer sa capitale unie et indivisible. Ça c'est intéressant parce que la Jordanie est sortie, elle n'avait jamais été reconnue en tant que telle. Là, l'Égypte est sortie, on lui a fait le cadeau du Sinaï, mais elle n'avait jamais été reconnue comme donc propriétaire de la bande de Gaza. Finalement, c'est un lieu que personne ne voulait, qu'Israël donc a dû gérer, et finalement peut-être c'est là que on voit que toutes ces questions onusiennes n'intéressent absolument pas les Palestiniens, puisque deux choses. La première, l'attaque s'est faite justement au-delà, dans les lignes reconnues internationalement comme étant celles d'Israël. Elles sont indiscutables. Donc on a agressé cet État. Donc en droit international, il est tenu de se défendre. C'est l'un des fondements du droit international, du droit de la guerre. Et puis la deuxième chose, c'est que on a, avec cette réponse onusienne, quelque chose qui est un petit peu pervers, puisque la réponse onusienne au niveau du tribunal pénal international de l'Haye, mais également du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, on a une présence de ces gens qui sont qui feraient presque du délit d'initié, puisqu'ils sont juges et parties de cette question. Ouais. Ce sont des dictatures. Et ce sont en même temps des gens qui vont devoir à gérer, je parle de la Libye hier, de la Syrie, etc. C'est ce que j'allais te dire. L'année dernière, il y a un rapport très intéressant de l'Economist Intelligence Group qui a identifié qu'au sein de l'ONU, il y a 95 pays qui sont des dictatures ou des quasi-dictatures. Et c'est fou. C'en est ridicule. C'en est ridicule, mais c'en est ridicule parce que ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que c'est rempli de pourri. Mais surtout suite et à la résolution de l'ONU du 30 octobre, il faut savoir qu'au moment où on tourne cette émission, s'est ouvert aujourd'hui le forum de l'ONU pour les droits de l'homme, d'accord ? Et qui préside ce forum aujourd'hui à Genève? L'Iran. C'est l'Iran qui a tiré donc les ficelles et qui a déclaré la guerre à Israël au travers du Hamas et du Hezbollah. Et c'est l'Iran qui préside le forum des droits de l'homme de l'ONU à Genève qui s'est ouvert aujourd'hui, qui va durer 2 jours. Alors, je vais juste profiter de ce temps d'antenne pour remercier quand même les 14 pays qui ont voté contre. Parce qu'il faut savoir que sur cette résolution, il y a 120 pays, y compris la France, qui ont voté pour, 45 abstentions et 14 pays qui ont voté contre, Israël bien sûr, les États-Unis, l'Autriche, la Croatie, la Tchéquie, le Fidji, le Guatemala, la Hongrie, les îles Marshall, la Micronésie, Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Tonga. Donc vous savez où passer vos futures vacances. La Micronésie, c'est notre plus grand fan. Et dans la résolution la d'ailleurs, République tchèque. Oui, la Tchéquie. Oui. Elle a voté contre cette résolution. Parce que elle a même Tchéquie, la Croatie, elle l'Autriche a sont les fait une 3 pays déclaration européens. cette semaine en disant Oui, qu'elle qu'elle voulait voulait carrément se retirer de l'ONU. Ouais. et à noter que dans la résolution justement d'une autre institution, de l'Union européenne, on a vu justement finalement ces mêmes pays se retrouver dans une résolution et on peut voir d'ailleurs que l'Europe du Nord
donc avec la Scandinavie, en dehors de la Norvège bien entendu, mais la Scandinavie et donc l'Europe orientale, donc finalement voter en faveur d'Israël. Il y a ce que disait un ancien secrétaire d'État américain de George Bush, il y a un déplacement finalement du centre névralgique de l'Europe qui est moins à l'Occident que vers l'Europe orientale. On a très gentiment un dessinateur très très talentueux qui s'appelle Peck, donc Philippe Elie Kassabi, qui nous a fait un dessin pour ce soir que vous êtes en train sûrement de voir sur l'écran. Donc Peck, Philippe Elie Kassabi, abonnez-vous à sa page, il fait plein de dessins vraiment très 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 pertinents et très amusants. Et puis pour dire quelque chose dans la suite de Déborah, rappelez-vous que c'est à la suite de la guerre des 6 jours que le Rav Shlomo Goren annoncera officiellement que nous serions rentrés dans les temps messianiques à partir donc de cette victoire. Et Jérôme, pour en revenir, parce que moi sur mon sujet des réseaux sociaux, ce que tu racontes, ce que tu nous racontes, hein, Israël systématiquement les commentaires, parce que moi je suis à l'affût de ces gens je commente, hein, je m'amuse à eh bien tous les mêmes propos, c'est rendez-leur les terres, arrêtez de coloniser, vous êtes des colonisateurs, vous leur avez pris les maisons, voilà. C'est ce qu'on retrouve. La jeunesse aujourd'hui, elle a ça dans la tête, elle ne connaît pas, et finalement j'ai l'impression que on a beau... Et les slogans, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Angleterre aujourd'hui, c'est pas rendez-leur les territoires, mais c'est la Palestine du Jourdain à la mer. Mais c'est ça. Alors tous les intellectuels qu'on voit, moi j'adore cette Iranienne Abdous Shalami, elle est exceptionnelle, mais quand elle parle et qu'elle explique tellement bien les choses, je me dis mais qui écoute aujourd'hui ? Ça fait plus de 20 ans que on a dénoncé la quasi-impossibilité d'enseigner la Shoah, l'histoire du conflit israélo-palestinien en France. Comme aujourd'hui, malheureusement, sont les réseaux sociaux et TikTok qui racontent ces histoires-là, on arrive aux absurdités. Voilà, c'est terrible, c'est terrible.